Euh, la problématique initiale, en fait, c'est que vous voyez bien qu'il y a cette lutte-là qui a commencé depuis quelques années, depuis 2017 contre les méga-bassines dans le Marais Poitevin. Il y a la problématique de l'eau qui, en fait est présente partout sur ce territoire, partout dans le monde d'ailleurs depuis plusieurs décennies. Et donc l'idée c'est qu'on commence à s'organiser de manière un peu plus efficace, à la fois à l'échelle des bassins versants français, mais aussi au niveau plus généralement au niveau européen. Et donc, le point commun au niveau européen et au niveau mondial, c'est les rivières. Et donc, on voulait amorcer cette assemblée des rivières, qui est un point commun qu'on a un peu partout sur notre territoire. Du coup, on a voulu inviter un certain nombre de collectifs, mais vous imaginez bien que depuis plusieurs décennies, il y a énormément de collectifs et de comités qui luttent sur la question de l'eau partout dans le monde. Et on voulait commencer un peu modestement en invitant des collectifs plus proches de nous, qu'on a déjà rencontrés à travers nos luttes et à travers les rencontres récentes. Et donc on a voulu inviter un certain nombre de collectifs qui sont représentatifs des problématiques qui touchent à l'eau. Et donc on n'a pas voulu faire un catalogue et inviter tous les collectifs qui luttent sur l'eau, parce qu'il y en a beaucoup trop, mais on a voulu inviter des collectifs qui sont un peu représentatifs des grandes problématiques qui luttent autour de cette question-là. Et donc on a invité 6 collectifs qui représentent les différentes problématiques pour couvrir. Donc il y a la question de l'eau minérale, de la lutte contre l'accaparement de l'eau par des grandes multinationales. Donc il y aura le collectif O88 de Vittel qui interviendra. Il y a le collectif de la Clusa qui lutte contre une retenue collinaire. Donc c'est la problématique de l'eau prise dans la montagne pour alimenter des systèmes le tourisme, enfin toutes les infrastructures touristiques. On a aussi le collectif Loire-Vienne Zéro Nucléaire, puisque vous savez bien que l'eau dans le système énergétique, et notamment pour le refroidissement du système nucléaire, est extrêmement important. Donc c'est une question absolument brûlante aujourd'hui, donc ça paraissait une question incontournable. Les soulèvements de la mer, voilà, c'est une dynamique qui s'est constituée récemment et qui paraissait incontournable aussi, dans la mesure où on va jusqu'à l'exutoire. En fait, pour vous donner une idée, l'idée c'est qu'on a choisi les collectifs sur 3 critères. Donc c'est l'objet des luttes, pour avoir une idée, une diversité, pour pas que ce soit uniquement le même, voilà, des collectifs uniquement BNM par exemple, qui luttent uniquement sur les méga-bassines. Il y a énormément de problématiques eau minérale, retenue collinaire, exutoire. On voulait des collectifs qui soient représentatifs des différents bassins hydrographiques au niveau national, que ce ne soient pas uniquement des collectifs de défense de l'eau de l'Ouest, par exemple. On voulait couvrir un peu les différents territoires pour avoir des retours des différents enjeux au niveau national, et que ce soit des collectifs qui soient situés à différents points, à différents endroits des bassins versants. Donc que ce soit des collectifs qui soient plutôt en lutte au niveau de l'amont et de l'aval. Voilà. Donc pour avoir une idée générale, c'était d'avoir des retours pour que ces différents collectifs puissent venir nourrir nos imaginaires et nourrir les idées pour inviter les gens à constituer chez eux des comités de défense de l'eau. Donc la grande problématique qui va suivre, donc les différents collectifs vont présenter un peu l'histoire de leur collectif, de la constitution de leur collectif, et ensuite on aura une discussion pour savoir si on constitue des comités de soutien à cette lutte, comment on fait pour continuer la lutte, est-ce qu'on constitue des comités de défense de l'eau en soutien à cette lutte contre les méga-bassines pour faire aboutir cette lutte, pour la gagner, ou est-ce qu'on constitue des comités de défense de l'eau, puisque la question de l'eau est présente partout, et donc il faudrait que chacun se ressaisisse de cette question depuis son bassin versant respectif. Donc c'est ça la grande problématique qu'on voulait poser ce matin. Et cet après-midi, il y a le syndicat de la montagne limousine qui interviendra pour amorcer une question, puisqu'on sait bien que faire cette proposition-là d'emblée, elle est un peu compliquée. J'imagine bien que quand on est dans son bassin versant, c'est pas évident d'amorcer un collectif de défense de l'eau depuis rien. Et donc pour
inviter les gens et pour rendre la chose un peu plus palpable et pratique et amorçable, on invite le syndicat de la limousine à présenter sa manière d'aborder la question et surtout sa méthode d'enquête. En fait, l'idée, c'est que cet après-midi, on va discuter de la manière dont les gens peuvent, depuis leur bassin versant, s'intéresser à la question de l'eau et établir une méthode d'enquête pour apprendre ou affiner leur connaissance de fonctionnement de l'eau, voilà, comment est-ce que l'eau est perçue, comment est-ce que le système de l'eau est organisé à l'échelle de leur bassin versant. Et donc, si les gens, chacun sur son territoire, peut commencer à constituer des groupes d'enquête pour s'intéresser sur la présence de l'eau dans leur territoire, ce serait une sorte d'entrée pour constituer des comités de défense de l'eau. Donc ça, ce sera la discussion de cet après-midi pour échanger sur la constitution des comités de défense. Donc je laisse la place aux différents collectifs. Donc c'est la CUSA qui va commencer. Donc, je m'appelle Emoudi, je viens de l'Aquisa, donc du côté d'Annecy, dans les montagnes des Alpes vers la Suisse. Et là-bas, on est en lutte contre un projet de retenue collinaire, qui est une bébé méga-bassine. Donc celle contre laquelle on est en lutte, elle fait entre 3 et 8 hectares de surface. Et puis, elle a vocation à alimenter des canons à neige avec de l'eau potable pour, selon les mots de Laurent Wauquiez, président de la région, conforter le modèle existant et faire passer le taux d'enneigement artificiel, enfin la capacité à enneiger artificiellement les pistes de ski de 27 à 45%. Voilà, dans une perspective de résilience du modèle du tout ski. Et du coup, avant de vous parler un peu plus précisément de ça, ça me paraît pertinent de faire un petit retour historique sur les montagnes en général et du coup l'industrie du ski. Parce que donc il y a 50 ans, l'industrie du ski, ça a permis aux personnes qui avaient majoritairement une activité agro-pastorale dans les montagnes de rester sur ces territoires. Parce qu'avec des phénomènes d'exode rural, c'était plus possible de travailler et de vivre en montagne. Et donc l'industrie du ski, c'est quelque chose qui est intervenu dans des villages où il y avait des petits groupes de gens très restreints qui se connaissaient et qui ont développé une industrie qui vaut maintenant 5 milliards et qui brasse énormément de monde. Et donc on a ce truc où en 50 ans, tous les pâturages des montagnes sont devenus des pistes de ski. Et donc maintenant, l'économie d'Auvergne-Rhône-Alpes, ça occupe une place importante dedans. Et c'est une mafia incroyable avec tous les maires de montagne qui sont en réseau de manière très... ils sont beaucoup mieux organisés que nous. Ils ont des copains juges, des copains préfets, des copains partout. Et ils maintiennent une pression sur les habitantes et les habitants qui est hyper forte. Je pourrais en parler un peu plus tard quand je parle de notre lutte en particulier, mais on parle de menaces sur des familles, sur des chalets, sur des trucs comme ça. Et donc le projet de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour 2022, c'est de construire 100 retenues collinaires. C'est une campagne qui s'appelle 100 retenues collinaires pour la région. Dans la perspective donc d'augmenter la capacité d'enneigement artificiel. Et ce qu'on soupçonne, parce qu'il y a eu des réunions de maires de montagne avec cet objet-là, c'est qu'ils préparent les Jeux Olympiques de 2030, je ne sais pas trop combien. Et donc de pouvoir accueillir énormément de monde et donc toute l'artificialisation et construire plein de bâtiments, des résidences de luxe, etc. Et donc maintenant, dans les montagnes, on est dans un truc où de plus en plus, déjà pour l'instant, c'est 7% de la population française qui a accès au ski, et de plus en plus, les forfaits deviennent de plus en plus chers, et on est à un stade où on se base sur la famille parisienne,
qui doit venir. Et donc, quand elle vient, il faut qu'elle ait absolument de la neige à Noël. Et donc, on enneige aussi dans les stations, dans le village de la station pour que ça fasse ambiance Noël. Et on mise de plus en plus sur une clientèle de luxe. Et c'est pas du tout un truc populaire et chouette. Donc, voilà, de plus en plus, on s'embourbe dans un truc pour une minorité de nantis. Et donc, sur le plateau de Beauregard, à la Clusaz, il y a le bois de la Colombière, il y a un peu plein de noms différents, du coup je les cite, où il y a donc 8 hectares de bois qui sont menacés. Il y a une tourbière Natura 2000 juste à côté, dont les ruissellements vont être captés. Ça va capter les ruissellements qui alimentent la tourbière. Donc ça c'est une catastrophe. Et puis donc il y a 58 espèces protégées sur le site. C'est aussi un lieu de repli pour la faune, parce que donc il y a des pistes d'un côté, des pistes de l'autre, il y a un peu de la civilisation un peu partout, et cet endroit-là c'est un lieu de passage très stratégique pour beaucoup. Du coup les chasseurs sont avec nous parce qu'ils sont absolument contre le fait qu'on enlève leur mirador qui est en plein milieu de l'endroit de la retenue. Et donc sur place, il y a un collectif qui s'appelle Sauvons Beauregard qui s'est mobilisé depuis un an en ayant repéré le projet et qui a fait un gros travail de documentation, de d'épluchage de dossiers, de démantèlement des argumentaires fallacieux et qui est en train d'entreprendre des recours juridiques au nombre de 4 ou 5. Et puis en novembre donc, de 2021, il y avait le risque que les travaux commencent. Et donc, moi, je fais partie d'Extinction Rebellion à Annecy. Et c'est majoritairement notre groupe qui nous sommes mobilisés pour occuper les lieux pendant 15 jours. Puisqu'il y avait une petite fenêtre, donc entre le 15 et le 30 novembre, où il y avait le risque que ce bois soit détruit. Et à partir du 30 novembre, en raison de chauves-souris protégées qui nidifient sur les lieux, ils ne pouvaient plus faire les travaux. Et en plus, il y a eu de la neige. Et donc, il y avait vraiment cette période stratégique de 15 jours qu'il fallait bloquer. Et donc, on a pu expérimenter la complémentarité des moyens d'action entre des gens qui avaient bossé le dossier de ouf, qui avaient préparé médiatiquement aussi les choses de manière assez conséquente, et puis ensuite l'action directe qu'on a pu apporter. Et de fil en aiguille, ça a pris un peu d'ampleur médiatiquement. Et du coup, maintenant, on aimerait bien élargir cette problématique des retenues collinaires en général et travailler sur la question de l'eau qui est centrale dans ce truc-là, puisque pour alimenter cette retenue collinaire, donc ça s'appelle une retenue collinaire, mais normalement ça devrait s'appeler une retenue d'altitude, parce que c'est sur une crête. Donc vous imaginez la crête de la montagne comme ça, et donc ils vont la couper et faire comme ça, donc il fait un trou dans le haut de la montagne, donc il n'y a pas d'eau qui ruisselle depuis là. Donc ce qu'ils font, c'est que 2,5 km en aval, ils assèchent une source d'eau qui est à peu près potable, ils construisent des méga canalisations pour faire remonter l'eau jusqu'en haut, et puis en aval, ils l'utilisent pour les canons à neige. Et ce qui est intéressant autour de l'eau potable à la Clusaz, c'est que c'est l'argument qui est brandi par la mairie et la municipalité pour justifier cette retenue collinaire et pour justifier l'intérêt public de l'opération. Parce que évidemment, ils détruisent un milieu naturel hyper précieux, et donc ils sont obligés de justifier l'intérêt public. Et pour ce faire, ils ont monté de manière complètement abracadabrantesque des argumentaires pour dire que ça servirait à l'eau potable. Alors que dans le dossier de base, par exemple, ils n'ont même pas budgétisé comment ils allaient rendre l'eau potable, qui allait croupir en haut de leur montagne et devenir complètement dégueu. Et donc, je finirai peut-être en disant que nous, la démarche de cet après-midi de voir comment on s'approprie nos bassins versants à l'échelle locale et qu'on travaille sur reprendre le pouvoir là-dessus et vraiment les connaître, savoir d'où vient notre eau. Pour nous, c'est essentiel et c'est central. Et on voudrait beaucoup travailler sur la question de la démocratie. Parce que on est face à une mafia qui est assez incroyable. Et en face, il y a plein de personnes qui sont opposées à ce projet de retenue collinaire
et en général à la construction en montagne qui est affolante et qui est dans des espaces naturels hyper protégés. Et sur l'enquête publique, par exemple, il y a plein de personnes qui mettent des avis de manière anonyme en expliquant pourquoi, en disant que moi je peux pas publiquement annoncer que je suis contre cette retenue collinaire parce que je travaille à l'école de ski français et qu'on a envoyé un mail à tous les moniteurs en disant de bien aller mettre un avis positif sur l'enquête publique, que moi j'ai peur parce qu'on m'a menacé de brûler mon chalet. Donc ça c'est des pressions que subit aussi le collectif sur place. Moi j'ai peur parce que la vie sociale de mes enfants, si je suis opposée à la retenue collinaire, ça va être une catastrophe. Et donc il y a une omerta qui est incroyable et qui a un grappin comme ça sur les gens. Donc on est en train de lancer un travail sur des assemblées populaires, etc. Mais il y a vraiment un enjeu de démocratie qui est massif. Et ce qui est cool, c'est qu'on commence à leur faire sérieusement peur. Et qu'il y a un rapport de force qui n'est pas du tout démesuré ni évident. Et ouais, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se joue au niveau de la politique régionale versus ces problématiques qui sont en train d'émerger et qui ont hyper peu de visibilité. Et comme les montagnes, c'est des milieux hyper mafieux pour l'instant, de mettre de la lumière dessus, ça a un impact fort directement. Du coup, voilà, on va faire la révolution, tout ça. Si vous voulez venir, vous êtes invités, ça va être formidable. Et voilà. Ça donne envie de demander qui va faire du ski ici. Pas moi. Salut tout le monde. Ça tombe bien, nous on enchaîne et on va parler d'une autre mafia. Mais quand il s'agit de l'eau, je crois qu'on parle souvent de mafia. Nous, la mafia, elle a un nom assez connu, c'est EDF. Donc nous... oui, j'allais le faire, t'inquiète pas. Donc nous, c'est Hélène et Swan, on fait partie d'un collectif de bassins versants, qui est vraiment à l'échelle d'un bassin versant, qui est un grand bassin versant, celui de la Loire, qui fait environ un petit quart du pays, quoi. Ce collectif s'appelle Loire-Vienne Zéro Nucléaire, et en fait c'est une fédération de 13 collectifs qui sont répartis sur tout le bassin versant de la Loire. Et c'est tous des collectifs antinucléaires. Alors aujourd'hui, être antinucléaire, c'est un peu difficile parce que les centrales nucléaires, elles sont là. Et du coup, nos activités sont principalement liées en fait à surveiller les installations et à essayer de connaître et de comprendre ce qui se passe autour des centrales nucléaires et des autres types d'installations nucléaires qu'il peut y avoir dans nos régions. Et il faut savoir que c'est vraiment le nucléaire, les centrales nucléaires qui sont sur les rivières et sur les fleuves surtout, c'est très particulier. Il y en a pas mal qui sont sur les fronts de mer. Bon, elles ont un fonctionnement, on va dire... D'ailleurs, tous les nouveaux réacteurs, ils vont certainement les faire plutôt sur les fronts de mer parce qu'il y a une quantité d'eau accessible plus simplement. Alors que sur les fleuves, c'est beaucoup plus complexe et ça demande une structuration vraiment du bassin versant en amont. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de centrale nucléaire dans les vallées, dans les plaines, s'il n'y a pas de barrage en amont pour gérer l'apport en eau qui est nécessaire pour refroidir les réacteurs. Et donc sur le bassin versant de la Loire, c'est assez intéressant parce que le bassin versant de la Loire, il n'est pas si industrialisé que ça par rapport à un bassin versant comme celui du Rhône ou celui de la Seine. Et donc c'est assez évident comment le bassin versant, il est vraiment structuré pour le nucléaire en fait, quoi. Il n'y a que 2 grands barrages, un sur l'Allier, un sur la Loire, et qui alimentent et qui permettent de tenir les 4 centrales qu'il y a en aval. Et puis la particularité aussi du bassin versant de la Loire, c'est qu'il y a une centrale nucléaire sur une rivière, ce qui est unique au monde. Il n'y a qu'une seule centrale nucléaire sur une rivière au monde, elle n'est pas loin d'ici, à Civaux, dans la Vienne, à côté de Poitiers. Toutes les autres centrales nucléaires sont sur des fleuves. Ce qui fait que le débit d'eau nécessaire pour vous donner une comparaison, il cherche à avoir en permanence au moins 50 mètres cubes secondes à Gien,
pour la Loire, pour les centrales de la Loire, alors que pour Civaux, le minimum, c'est 19 mètres cubes. Ça montre un peu la différence. Voilà, donc nous, on essaye de travailler comme ça. C'est une grande région, c'est difficile de travailler à distance. On essaye de recouper des données et on fait en fait un peu une forme de science citoyenne. Donc on siège dans les commissions locales d'information. Donc on est vraiment au cœur de la cogestion, quoi. On est là à essayer de comprendre ce qui se passe, à écouter ce qui se passe et à récupérer des informations qu'ils veulent bien nous donner. Et on essaye de mettre la pression comme on peut. Et notamment, et je vais m'arrêter là pour passer la parole à Hélène, ce qu'on fait, c'est qu'on a monté un réseau de préleveurs et de préleveuses pour surveiller en fait les rejets qui sont faits dans le milieu, qui sont très conséquents. En fait, on ne s'en rend pas compte, il y a des rejets radioactifs, il y a des rejets chimiques, et pendant que Hélène parle, je vais faire tourner un petit tract qu'on a fait qui résume la situation et l'impact en fait qu'ont les centrales nucléaires. C'est très important cette thématique en fait de parler de l'impact des centrales nucléaires. On a l'impression que c'est complètement propre, mais en fait non. Ils ont construit toute une propagande ces dernières décennies qui vise à faire croire qu'en fait voilà, il n'y a pas d'impact, c'est décarboné, mais en fait il y a des vrais impacts sur le milieu qui sont extrêmement importants. Voilà. Donc moi je vais continuer à vous parler de ce fameux collectif qu'on a créé. Je m'appelle Hélène, je suis anti-militaire depuis... anti-nucléaire, pardon, là, c'est intéressant. Très intéressant. Anti-nucléaire depuis 1970 avec Fessenheim déjà. Papa, Hélène, tu parles plus. Comme ça? Comme ils m'entendent, comme ça? D'accord. Donc, je suis anti-nucléaire, je répète, depuis les années 70 avec Fessenheim, et puis après j'ai déménagé, et puis je me suis retrouvée d'abord dans le Pays de Loire, où il y a aussi une autre centrale, et puis maintenant dans la Vienne, où il y a Civaux. Et donc, c'est vrai que je suis membre de la CLI de Civaux, la Commission locale d'information, et le fait qu'on ait créé ce collectif est très intéressant pour nous, parce qu'on voit ce qui se passe dans les autres centrales par les membres de la CLI. On voit comme ça qu'en fait, on a des fonctionnements très différents de l'une à l'autre. Qu'il n'y a pas de concertation du coup entre les différentes centrales, par exemple, pour se mettre d'accord pour les rejets, pour ne pas rejeter tous en même temps. Et ça nous a permis de faire ce fameux tract, qui est un gros travail sur chaque centrale avec tous ces rejets qu'on a mis en commun, parce que tout ça, ça finit dans la Loire. Et c'est vrai, comme disait François, la centrale sur la Vienne, on n'aurait jamais dû la construire. D'ailleurs, une revue internationale Nature, une revue scientifique, disait en 2012 que c'était un bilan du nucléaire mondial et disait que la centrale qu'on n'aurait jamais, est une aberration, c'est là. Au début, ils voulaient mettre 4 réacteurs, heureusement qu'il n'y en a que 2. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème d'apport de l'eau, mais je vais parler en deuxième partie. Je vais parler d'abord de la qualité de l'eau. Donc, je fais partie aussi, on est tout un groupe de préleveurs d'eau. On essaye tous les mois de prélever, de l'eau alors en aval de la centrale, à 2-3 km de la centrale, mais aussi 34-40 km, et notamment, moi je l'ai fait par exemple à Châtellerault, où on boit l'eau de la Vienne. Et donc, on a eu des résultats assez frappants, et c'est l'ACRO, l'Association pour le contrôle de radioactivité de l'Ouest, je ne sais pas si vous connaissez, un labo qui se trouve en Bretagne, qui analyse nos prélèvements. Et on a eu, c'était en janvier 2019, 350 becquerels à Saumur, c'est-à-dire après Chinon, et donc c'est ce qui est assez énorme. L'OMS accepte 10 000 becquerels par litre, mais normalement la dose, à partir de laquelle on fait des analyses, c'est 100 becquerels. Donc, les 350 becquerels, ça les a quand même interpellés. Là, c'était vraiment un travail de lanceur d'alerte qu'on avait fait, parce que bizarrement, EDF avait mis ses collecteurs, avec les analyses, sur la rive droite. Or, c'était sur la rive gauche que l'on a prélevé, parce que nous, quand on prélève, on va sur un pont, on prélève tantôt à droite, tantôt au milieu, tantôt à gauche. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le mélange de l'eau se faisait très très mal. À partir du moment où c'est rejeté d'une centrale, on disait oui, donc au bout de quelques kilomètres, c'est mélangé. Mais pas du tout. Ça donne vraiment des courants d'eau très radioactifs, donc, qui restent et qui se mélangent que très très tard, en fonction du fleuve, etc. Ça, c'était... Et
Bon, ils nous ont quand même pris au sérieux. Ils auraient pu nous dire, ouais, là, vous faites des prélèvements, mais c'est de la rigolade. Mais non, ça a bien confirmé que les doses montaient assez haut. Après, il y a le tritium dans l'eau potable. Parce que le tritium, c'est un peu comme les nitrates. Vous savez, c'est un marqueur. Hein, quand il y a des nitrates, voilà. Et tout à fait. Ça se mélange à l'eau, ça devient H2O, et ça traverse le corps, et on ne peut pas le filtrer. Et donc, eux nous disent que 100 becquerels de tritium dans l'eau potable, pas de problème. Mais la CRIRAD, que vous connaissez bien, qui a été créée après Tchernobyl, nous dit, mais non, même 3 becquerels, ça devrait être la limite, parce que ça se mélange, ça crée des cancers, ça peut attaquer l'ADN, et c'est vraiment à éviter dans l'eau potable. Donc, j'ai un tableau ici des prélèvements du tritium dans l'eau potable de Châtellerault. On a alerté pas mal, et ça va quand même de 30 à 60 régulièrement. Ce qui est quand même pas mal, hein, quand on sait qu'il faut que les enfants, les femmes enceintes, les jeunes voilà. Et donc, à propos de l'eau potable, on en a parlé pas mal, on a alerté. Bon, les gens, ça leur disait pas grand-chose, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, hein, de ce problème d'eau potable. Alors, dans la Loire, je ne sais pas quelle ville prend l'eau potable aussi, à partir de la Vienne. Donc, beaucoup d'Aval, certainement aussi. Et donc, le syndicat eau de Vienne m'a prévenu récemment qu'ils allaient chercher un autre forage pour approvisionner en eau la ville de Châtellerault. Bon, comme quoi, hein, ça sert à quelque chose de se regrouper, de faire un travail collectif et d'avancer sur ces sujets-là. Ensuite, il y a les problèmes d'apport, le stress hydrique, hein, comme on disait. Vous savez qu'il faut 3 mètres cubes par seconde par réacteur pour refroidir. Vous vous rendez compte, 3 mètres, c'est-à-dire que rien que par seconde, c'est énorme. Vous avez les chiffres, vous allez voir, enfin, moi je ne les connais même pas par cœur parce qu'ils sont tellement gros. Et c'est des piscines olympiques, hein, on peut donner le chiffre là de 715 millions de mètres cubes par an pour les 5 centrales. Le tiers s'évapore, hein, bien sûr, parce qu'on voit bien les panaches, hein, quand les centrales fonctionnent, il y a des beaux panaches qui s'évaporent donc dans la nature. Et puis les 2 autres tiers sont normalement rejetés, mais bien sûr plus du tout dans le même état parce qu'il y a des traces radioactives dedans, hein, dans les rivières. Et alors c'est vrai que quand on fait des prélèvements, souvent on sait qu'ils les relâchent plutôt après des pluies. Hein, parce que la pluie, du coup, ça va diluer, etc. Et c'est là qu'ils peuvent relâcher. Donc souvent, je fais aussi mes prélèvements à ce moment-là. Ah tiens, une petite pluie, vite, il faut aller prélever l'eau, c'est le moment ou jamais. Ensuite, il faut savoir, par exemple, que, donc, comme on a très peu d'eau dans cette rivière de la Vienne, il y a également un problème, et cette eau qui est rejetée réchauffe en plus l'eau, parce que c'est une eau plus chaude. Hein, et donc, il y a aussi prolifération de légionelles et d'amibes. Hein, notamment qui peuvent provoquer des méningites mortelles. Donc, de temps en temps, sur la Vienne, on sait qu'une commune interdit la baignade l'été. Mais il y a aussi le problème de l'été, donc quand effectivement l'eau est trop basse et qu'on ne peut pas... Nous, notre retenue d'eau pour la Vienne, c'est le lac de Vassivière. Vous connaissez peut-être dans les Limousin, super. Et donc, jusqu'à fin août, on ne peut pas relâcher l'eau du lac de Vassivière parce que c'est un site touristique. Les gens se baignent. Donc, bizarrement, en été, en général, il y a une centrale qui ferme tout à coup. Ah ben oui, on avait une maintenance à faire. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'il manque d'eau pour pouvoir la faire fonctionner. Et puis, fin août, le barrage, enfin le lac de Vassivière peut relâcher les eaux. Et donc, du coup, ben, ça y est, la centrale redémarre, etc. Bon, il faut quand même savoir qu'avec le réchauffement climatique, on sait que dans les années qui viennent, on prévoit de 10 à 40% de moins d'eau dans les rivières. Pour la Vienne elle-même, je sais que dans les 10 dernières années, il paraît qu'on a vu ça au Festival du Chevelu de la Vienne, hein, il nous disait que l'eau avait diminué de 30% en 10 ans. Donc, comment voulez-vous réchauffer des centrales? Comment reprendre l'eau, refroidir et réchauffer? Et donc, tout le travail
travail, c'est ça, hein, et le fait de s'être regroupé, je trouve, ça nous donne une force et aussi des informations, parce que du coup, on va faire passer des films, on se les transmet, on a fait un tract qu'on n'aurait jamais pu faire, nous, à notre petit niveau du collectif Loire-Vienne, du collectif, je veux dire, pardon, Vivons sans nucléaire dans la Vienne. On a créé un collectif, mais qui est vraiment un petit collectif. Mais rajouter à ce grand collectif, ça donne une force, et j'espère que cet après-midi, on pourra débattre de ça, comment on peut ensemble faire bouger les choses, parce qu'il faut dénoncer ce problème d'eau, il faut dénoncer que l'eau est avant tout pour l'eau potable, hein. C'est la guerre de l'or bleu qui a commencé vraiment, et à nous tous de la continuer. Et d'ailleurs, en ce moment même, aujourd'hui, il y a une manifestation, on ne peut pas ne pas en parler évidemment, il y a une manifestation sur l'estuaire de la Loire contre un nouveau projet d'usine qui fabriquerait des réacteurs, des petits réacteurs nucléaires. Et il faut savoir que l'estuaire de la Loire, j'en ai pas parlé, mais en fait est un peu le lieu où depuis 15-20 ans, déjà même depuis très longtemps, on fabrique en fait les réacteurs des sous-marins nucléaires, parce qu'on a parlé là du civil, mais évidemment que lutter contre le nucléaire, c'est aussi lutter contre le nucléaire militaire. Et donc sur l'estuaire, il y a déjà en fait toute l'industrie, le CEA, Naval Group, toutes ces industries qui sont à cheval entre le militaire et le civil, qui fabriquent les réacteurs des sous-marins et des porte-avions. Et donc, comme toute la recherche est déjà présente autour de Nantes à cet endroit-là, et qu'ils sont en train de fermer la centrale à charbon de Cordemais, et ben à Cordemais, donc sur l'estuaire, ils veulent faire une usine pour fabriquer ces petits réacteurs nucléaires que eux ils veulent un maximum exporter, et on aurait un réacteur un peu de test, quoi, de démonstration qui serait fabriqué sur l'estuaire de la Loire. Enfin, ça c'est ce qu'ils espèrent, mais fabriquer une centrale nucléaire sur l'estuaire de la Loire, on a déjà résisté à 2 centrales sur le Pèlerin et sur le Carnet par le passé. Et c'est aussi toute l'histoire de lutte, évidemment le nucléaire, et notamment dans la région, il y en a eu aussi beaucoup contre les déchets. Et on fait aussi ce travail-là, de travailler à la mémoire, en fait, sur le bassin versant des luttes. Et donc on va rencontrer les anciens qui ont lutté, par exemple dans le coin à Neuvy-Bois. Voilà. Il devait être diffusé ce matin aussi un film qu'on a réalisé avec d'autres personnes du collectif sur la lutte contre les déchets nucléaires. Mais on a annulé vu les circonstances, on s'est dit on se concentrait sur le sujet, et sur le sujet de ce matin, l'Assemblée des rivières. Et voilà, et donc il y a les données là, c'est toujours un peu compliqué le nucléaire, les histoires de Becquerel, etc. C'est un peu raconté sur le tract, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais l'essentiel qu'il y a à savoir en fait, c'est qu'on ne sait pas quels sont les impacts. Il n'y a jamais eu d'études sur les petites doses, en fait, sur la continuité des petites doses qui sont diffusées. On ne sait pas quelles sont. Il y a une artiste scientifique qui a fait tout un travail de récolter des insectes autour des centrales nucléaires pendant des décennies, et qui a montré tout un tas de malformations. C'est le genre d'impact qu'on peut voir, mais quand on est sous un autre angle de perception, quoi. Et je voulais juste préciser un truc, parce que depuis tout à l'heure... De quoi, pardon ? Elle s'appelle Cornelia Esse, et j'ai oublié la fin de son nom, Cornelia Esse quelque chose. Il y a un petit bouquin qui s'appelle Les créatures de Tchernobyl, qui en parle. Voilà. Et je voulais juste préciser bassin versant, pour que ça soit bien clair pour tout le monde, parce que j'ai l'impression que depuis le début, on n'a pas exactement défini qu'est-ce que c'était un bassin versant. Or, on en parle. Un bassin versant, c'est la zone géographique qui comprend un fleuve et tous ses affluents. Un fleuve étant une rivière qui se jette dans la mer. Voilà. Donc un bassin versant, ça peut être tout petit, ça peut faire la taille, la Sèvre niortaise par exemple, c'est pas si grand que ça, ça fait quand même déjà une certaine taille, mais chez moi je suis breton d'origine, on a des bassins versants qui font 30 mètres, et on peut avoir des bassins versants qui font un quart du territoire français. Oui, bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Claude de la coordination Eau Île-de-France. Donc nous sommes une association réseau qui s'est créée il y a 14 ans. Au départ, je dirais à la fois pour la gestion publique, pour sortir le grand syndicat des eaux d'Île-de-France qui est lié à Veolia, la multinationale Veolia, depuis toujours, enfin depuis sa création, il y a 100 ans. Ce syndicat donc, qui regroupait plutôt 144 communes autour de Paris, était lié avec Veolia. Au départ, c'était la Compagnie Générale des Eaux. Il y a des conséquences très importantes sur les tarifs pour les usagers, bien sûr, mais il y a aussi des conséquences, je vous en parlerai aussi, sur les choix
qui sont faits, les choix technologiques, les choix pour produire de l'eau qui sont pas neutres, selon que ce soit Veolia ou que ce soit une gestion publique. Donc au départ, nous, ce qui nous a, je dirais, ce qui nous a motivés, c'est un peu comme vous tout à l'heure, la question de la démocratie. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé dans un système où les usagers n'étaient même pas informés des enjeux, des décisions qui allaient être prises, et où ils n'étaient pas du tout associés, où même les élus, finalement, comptaient pour du beurre. Et donc on s'est heurté très fort à ça. Donc il y a eu, y compris les décisions qui avaient été prises de reconduire ce contrat en 2008. Elles se sont faites de façon complètement scandaleuse, avec des votes à bulletin secret, où les gens nous disaient qu'ils allaient voter une chose, et où en fait, malgré tout, dans le secret de l'isoloir, ils votaient autre chose. Donc pas du tout de transparence. Donc ça nous a motivés pour nous organiser donc en coordination. Donc coordination, c'est l'idée d'être assez horizontale, de regrouper des forces différentes, des associations locales, qui pouvaient être environnementales, qui pouvaient être plutôt altermondialistes, qui pouvaient être des artistes, mais aussi des collectifs plus informels. Et en même temps, on a voulu être une association dans le sens avec des statuts, avec une certaine permanence, avec la possibilité aussi d'avoir des subventions pour pouvoir, on s'est professionnalisé, on a des salariés, etc. On peut aller en justice, on a été en justice aussi plusieurs fois, même à de nombreuses reprises. Donc voilà, il y a une question aussi pour nous qui se joue de durée dans ces combats. Et donc, depuis 2008, donc au départ, on a créé cette association un peu sur la base d'un échec. On n'y arrivait pas, les citoyens n'étaient pas entendus. Donc, on s'est constitué en coordination pour que les usagers citoyens puissent atteindre une masse critique pour peser sur les décisions. Aujourd'hui, c'est le cas. On y est arrivé, notamment sur cette question de la gestion publique. On a eu une occasion importante en 2010 dans une agglomération qui s'appelle Est Ensemble, qui est à l'est de Paris, qui comprend 9 communes autour de Montreuil. Donc on a eu une première grande occasion. Donc là, à ce moment-là, c'est la question, la compétence eau avait changé, était passée des villes à l'agglomération. Et donc l'agglomération devait décider si elle rejoignait ce syndicat avec Veolia ou si elle gérait en propre l'eau avec une gestion publique. À ce moment-là, on n'y est pas arrivé, mais on a vraiment déployé toute une série d'actions qui ont été très diverses, c'est-à-dire à la fois des projections débats, des meetings, des tracts, mais aussi des performances, mais aussi aller jusqu'à envahir le conseil d'agglomération et l'empêcher de voter la décision d'adhérer au CEDIF. Donc on est retourné, on les a empêchés une première fois d'adhérer, ils ont reconvoqué le conseil 5 jours plus tard. Alors cette fois-ci, avec beaucoup de vigiles, beaucoup de policiers, tout ça, on n'a pas pu rentrer. Et donc après, on a été en justice, on leur a fait annuler la décision parce qu'un conseil doit être public et donc on ne peut pas prendre des décisions comme ça dans une enceinte qui est privatisée. Donc voilà, on a mené toute cette action et j'en profite pour dire aussi que pour moi, ce qui est important, finalement, il n'y a pas une recette miracle pour gagner un combat. Il y a plein d'actions qui peuvent être complémentaires. Et finalement, on voit aussi qu'il y a des gens différents, que selon le type d'action, c'est pas les mêmes personnes. Et donc, en multipliant le type d'action, on multiplie aussi les publics, on multiplie les gens mobilisés et on améliore le rapport de force. Moi, j'avais compté à l'époque à Est Ensemble, on avait une dizaine vraiment de types d'actions très différentes et du coup, autant de publics et autant d'activistes de profils très différents. On s'est pas arrêté là. On a eu une autre occasion à partir de 2017 avec la réforme territoriale où il a fallu de nouveau redécider si on était dans ce syndicat ou pas. Et cette fois-ci, on a le territoire, sous notre pression, a décidé de ne pas retourner dans ce syndicat. Et donc l'action s'est poursuivie jusqu'à maintenant, avec entre-temps des élections. Moi, personnellement, je suis passé donc, du militantisme associatif à une position d'élu. Je suis maintenant vice-président de ce territoire chargé de l'eau. Et donc, du coup, on est arrivé là, il y a 2 mois, non, mais même pas il y a 1 mois, le 8 février, on a décidé officiellement, à l'unanimité des élus de ce territoire, de créer notre régie publique territoriale de l'eau.
Donc voilà, vous voyez, c'est un... Je dis ça parce qu'il ne faut rien lâcher, quoi. Ces combats, ils s'inscrivent dans la durée, il faut se donner les moyens de durer, et puis il faut une certaine agilité, quoi. C'est-à-dire un jour, on est élu et le lendemain, on est activiste associatif, ou vice-versa. Voilà. Et je pense que c'est assez important de concevoir les choses comme ça. Alors après, on ne fait pas que la gestion publique. Donc nous, on s'intéresse à plein d'autres sujets. Donc d'une part, par la diversité de nos associations, on s'intéresse à la question du droit humain à l'eau. Donc on a mené une grande bataille avec la Fondation France Liberté, je vois Marion là, qui est en face de moi, contre les coupures d'eau pour impayés. Il y a une loi depuis 2014 qui interdit les coupures d'eau pour impayés, mais malheureusement, notamment les multinationales de l'eau, continuaient cette pratique, même d'une façon assez massive. Au début des années 2010, il y avait 100 000 coupures d'eau par an en France. Et c'est quelque chose d'effroyable, d'inhumain, quoi. Imaginez la vie sans eau dans un appartement, dans une maison normale. C'est impossible de tenir dans ces conditions. Et donc on les a fait plier, alors cette fois-ci d'une façon un peu différente, en allant beaucoup au tribunal, en les faisant condamner et en remontant jusqu'au Conseil constitutionnel qui nous a donné raison. Et donc après, il y a eu aussi une médiatisation. Donc voilà, c'est une autre bataille qu'on a gagnée. Et je dirais le troisième axe de notre travail, c'est sur la question du cycle de l'eau. Nous, on est persuadés que le rétablissement du cycle de l'eau, qu'un bon fonctionnement du cycle de l'eau, c'est un moyen, c'est un levier très fort pour lutter contre le changement climatique. Et c'est un peu à ce titre-là qu'on est avec vous, qu'on est sur cette question des bassines. Voilà, pour nous, ça nous importe beaucoup. Donc on travaille aussi sur cette question depuis 2015 et depuis la COP 21. Et ben voilà. Voilà ce que je voulais dire. Oui, non. Ouais, juste un dernier mot, donc des coordinations comme la nôtre, il y en a d'autres dans d'autres régions. Il y en a une notamment en PACA, donc voilà, avec laquelle on avait organisé un grand forum alternatif mondial de l'eau en 2012. Donc je sais qu'il y a certains d'entre vous qui y étaient, j'ai rencontré des gens qui y étaient hier, donc voilà, c'est quelque chose qui avait quand même marqué, parce que face aux marchands d'eau justement, qui avaient leur grand forum avec beaucoup de moyens, nous on avait réussi aussi à faire un beau forum qui avait de l'allure, avec des gens de toute la France et de tous les pays du monde. Voilà. Et donc, il y a des coordinations comme ça dans certaines régions, ou des associations départementales aussi qui luttent sur les questions de l'eau, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, et enfin qui relieront et qui seront avec vous dans ce combat contre les méga-bassines. Bonjour, désolé pour l'arrivée un peu tardive liée à la soirée. Voilà. On est deux, on va se partager le travail. L'idée, c'est de vous dire comment on vient de Vittel aux bassines. C'est un peu le même sujet, en dehors de la route. D'accord, ça marche. Comment on vient de Vittel, ville minéralière avec Nestlé, au beau combat des bassines ici. Notre combat à nous, c'est le collectif O88, ça ne veut pas dire grand-chose, peu importe, qui démarre en 2016 et qui fédère des associations en fait. 3 associations environnementalistes, je les cite: l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, on répète, Oiseaux Nature et Vosges Nature Environnement. Et l'association de consommateurs, c'est UFC que choisir. Heureusement que l'association de consommateurs est là, autrement on serait que des fous d'écologistes. Donc notre combat commence. On ne savait pas en arrivant à Vittel de Paris, pour prendre notre retraite, on ne savait pas qu'il y avait des problèmes d'eau à Vittel. On pensait qu'il n'y en aurait jamais, qu'il y avait plein d'eau, qu'on pouvait y aller. Et en fait, là, on découvre qu'il y a 3 nappes d'eau souterraines, que 2 sont le quasi-monopole de Nestlé, et que la 3e est exploitée industriellement par les différentes industries sur place, notamment Nestlé, pour le process de l'usine, et c'est l'eau du robinet des populations. Et donc on s'aperçoit que cette nappe n'aura pas une durée de survie après 2050, voire 2040 pour les ingénieurs du URGE. Donc on s'est mobilisé fort. Ça c'est connu depuis 1970.
D'accord. Et en 92, d'ailleurs, l'État a permis à Nestlé d'embouteiller l'eau profonde. Donc là, on est sur le summum du conflit d'usage. Celui qui a donné l'autorisation, je le livre en pâture, bien sûr, c'est Jérôme Cahuzac qui était responsable de la pharmacie. Ça marche toujours. Voilà. Donc le conflit d'usage a perduré, et ça n'est que dans le cadre des directives européennes, très tardivement, qu'a été mis en place une commission locale de l'eau en 2009, qui s'était jurée d'équilibrer la nappe en 2016. En 2015, pardon, ça n'a pas marché. On a repoussé à 2021, ça n'a pas marché. On repousse en 2027 maintenant, ça y est. Et on nous dit que la Commission européenne va reporter les dates d'échéance à 2032. Voilà, donc la nappe profonde qui, à moi pas trop, parce que 2050, perspective, voilà. Mais pour la population sur place, c'est une eau qui viendra cruellement à manquer. Donc on voit que tout ça se fait avec le label, l'autorisation de l'État. Donc on a été en lutte, et je vais dire comment notre lutte a commencé, et René Lys, si elle le veut bien, parlera de la diffusion de cette lutte et du ralliement à d'autres luttes. On a eu la chance, je dis bien la chance, de démarrer notre combat par un conflit d'intérêts fabuleux, mais qui vient d'avoir sa conclusion judiciaire en condamnant une élue de la ville de Vittel, adjointe au maire de Vittel, conseillère départementale, présidente de la commission locale de l'eau, épouse d'un cadre dirigeant de Nestlé. D'accord. Et son époux avait fondé une association qui s'appelle la Vigie de l'eau. Génial quand même. Hein. Et la Vigie de l'eau, seul endroit en France, était porteuse du schéma d'aménagement et de la gestion de l'eau au niveau de la commission locale de l'eau, avec l'aval du préfet, l'aval de tout le monde. D'accord. Donc, la femme politique et la Vigie de l'eau viennent d'être condamnées en novembre 2021 pour... Voilà, pour prise illégale d'intérêt en faveur de Nestlé. Le réquisitoire n'est pas terrible, mais peu importe, l'essentiel c'est qu'il y ait une condamnation. Donc ça c'est le point de départ de la lutte, et si tu veux bien René Lys, tu prends le relais. Bonjour, moi je m'appelle René Lys, alias Lokimor. Notre problème à Vittel quand même, c'est qu'on est face à une multinationale qui a mis en place depuis 50 ans un véritable système, un système genre mafieux quoi. Donc en réalité, ils tiennent tout le territoire. Ils ont bien mis sur le territoire. Et il y a une véritable omerta. Bernard a parlé de conflit d'intérêts. On baigne vraiment dans une ambiance mafieuse, de terreur aussi de la population. Les gens sont soumis à un chantage à l'emploi, mais ils sont soumis à une pression permanente. Donc pour nous, c'est extrêmement difficile de lutter en local. Il y a beaucoup de gens des luttes locales ici qui donnent des tas de bons conseils, mais pour nous, ça ne marche pas. Parce que localement, on est dans un système colonial et qu'on est face à un mur, quoi. Donc on a dû aller nous chercher des aides ailleurs, des alliances ailleurs. On a commencé par s'allier à l'international directement. Vous allez me dire, c'est un peu gonflé, quoi. Mais c'était le hasard, hein, c'est parce qu'on s'est fait repérer par un gars qui est un Brésilien, qui vit en Suisse aujourd'hui, qui fait du contre-lobbying de Nestlé. Et donc il est venu nous chercher, il nous a fait rencontrer des Canadiens, des Nord-Américains qui sont venus nous voir à Vittel. Nous sommes allés les voir chez eux et nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, nous vivions exactement les mêmes situations et que la stratégie de la multinationale Nestlé était la même en France et partout dans le monde. Ça paraît évident, mais il faut quand même le constater de visu, hein, en être certain. Voilà, donc ça, ce sont nos premières alliances avec des gens, des défenseurs de l'eau en lutte contre Nestlé, contre la même multinationale que nous. Ça a quand même bien embêté Nestlé tout ça, hein, parce qu'ils n'arrêtaient pas de nous dire mais le problème il est local. Mais non, on leur a dit vous voyez bien, vous faites la même chose partout ailleurs. Après les Canadiens et les Américains, on a dû aller chercher de l'aide ailleurs. Pourquoi ? Parce que Nestlé a vendu ses marques nord-américaines et donc ça a cisaillé notre lutte. C'est efficace hein, pour une multinationale de se débarrasser d'une marque qui prétend que c'est parce que c'est pas rentable, c'est que pour leur business. En réalité, c'est aussi beaucoup pour eux un moyen de mettre fin à des conflits. Donc ils ont vendu leur marque et ça a cisaillé notre alliance. Donc nous sommes allés chercher de l'aide ailleurs, en France, parce qu'on était en période Covid, on ne pouvait plus partir ailleurs. C'est tout con, hein. Mais en France, donc, nous sommes dirigés vers des gens qui étaient en lutte contre une autre multinationale, Danone. Ces gens sont à Volvic.
Donc nous avons fait alliance avec les Volvic. Il s'est trouvé que ce qui a facilité nos rapprochements aussi, c'est la commission d'enquête parlementaire qui a été diligentée par le groupe La France Insoumise et qui a donc décidé d'aller enquêter à Vittel sur Nestlé et à Volvic sur Danone. Donc ça a mis du lien, hein, encore un peu plus de lien entre nous. Et puis, ce qui nous a aidé aussi, c'est l'intervention de journalistes qui sont venus tourner, filmer la commission d'enquête, nous filmer à Volvic, à Vittel. Et figurez-vous que parmi ces journalistes-là, il y avait des Allemands qui sont donc allés voir aussi du côté de l'Allemagne une lutte qui est la lutte des Lüneburg contre Coca-Cola. Et ça, le travail des journalistes s'est retrouvé, matérialisé, très bien construit à travers le reportage d'Arte, la soif à sec, la grande soif des multinationales. Et nous, on était scotchés parce que le travail des journalistes a apporté encore à notre lutte. Il y a nous, notre boulot, il y a le boulot des politiques de la commission d'enquête, et il y a le boulot des journalistes. Et tout ça, ça a fait que dans Arte, s'est retrouvé finalement cumulé là le travail de plein de gens, et que nous, on s'est appuyé en plus sur ce reportage Arte pour matérialiser, pour formaliser encore un peu plus notre lutte entre les Volvic, les Vittel et les Lüneburg. Puisque au lendemain de la projection d'Arte, globalement, on a fait une conférence, une visioconférence avec les Lüneburg qu'on ne connaissait pas. Et donc, on s'est rencontrés par visioconférence et on a scellé cette alliance qui avait été finalement un peu apportée sur un plateau par les journalistes d'Arte. C'est pour dire que les journalistes, ils ne sont pas toujours là aussi qu'en gens, en témoins extérieurs, quelquefois, et c'est volontaire ou pas volontaire de leur part, ils peuvent vraiment faire un travail qui nous aide à construire notre mouvement. Voilà. Et puis, il y a encore une autre alliance qui se profile là maintenant, c'est une alliance avec un pays d'Amérique d'Amérique centrale, excuse-moi, j'étais en train de penser au Brésil, mais c'est le Mexique. Le Mexique, parce qu'au Mexique, il y a des zapatistes, Pueblo Unidos, qui sont en lutte contre Danone, qui occupe une usine Danone, c'est l'usine Bonafide, depuis 1 an. Ils viennent de se faire expulser manu militari par la garde nationale mexicaine, mais la lutte continue, c'est quand même les Mexicains, les zapatistes, ils sont hyper chauds, quoi. Et les zapatistes, ils étaient déjà en lien avec les Volvic, puisque l'an dernier, lors de leur voyage en France, ils sont passés à Volvic, ils ont rencontré les Volvic, ils ont fait une vidéo de solidarité avec les Volvic, et nous, qui sommes quand même toujours très opportunistes, hein, Bernard, on leur a envoyé une vidéo sympathique pour leur dire, mais coucou Vittel, on est là, on est copains avec les Volvic, et on vous soutient aussi, les zapatistes, voilà. Donc ça y est, c'est parti, maintenant on est dans la boucle avec les Volvic, les Bonafide, et nous. Donc je ne sais plus qui m'a dit que ça y est, ils nous ont envoyé un petit message Facebook et je crois qu'ils voulaient essayer de rentrer en lien avec nous. On va voir si c'est pas possible là peut-être cet après-midi de rentrer en lien avec les Mexicains ici. Je ne sais pas comment on peut faire, il faudrait voir ça, quoi. Voilà. Donc pour terminer, je voudrais dire que nous, on ne lâche pas, on est en train de comprendre que les alliances, c'est essentiel. Donc je ne crois pas qu'il faut rester en lutte locale. Je ne pense pas. Si on est face à des multinationales, et globalement on est à peu près tous face à des multinationales, que ce soit Suez, Veolia, Assorni, que ce soit Nestlé, Danone, Coca, que ce soit ici l'agrobusiness avec des sulfite-protéols, je ne sais pas qui, ils sont aussi, c'est peut-être pas des multinationales, mais c'est des très très gros, quoi. Il faut qu'on s'allie, il faut prendre une dimension qui est identique à la leur, quoi. Et ensuite, nous sur Vittel, je vais terminer, on a appris hier ou avant-hier que Nestlé, qui a arrêté d'exporter, t'en as parlé de ça Bernard, je ne sais plus. Alors écoutez, je prends 1 minute de plus pour vous dire quand même qu'on a eu une grande victoire récente collective contre Nestlé. C'est que grâce au boycott des Allemands, Nestlé exporte de l'eau
en Allemagne. Il en exporte beaucoup puisque c'est l'eau qui vient de notre nappe en déficit qu'il envoie en Allemagne, au Benelux. Et donc c'est parce qu'il en envoie beaucoup que notre nappe est en voie d'épuisement. Donc les Allemands, qui sont quand même hyper branchés sur les combats écologiques, ont lancé depuis 2-3 ans un boycott de Nestlé en Allemagne. Ce boycott a si bien marché que les ventes de Nestlé ont chuté de 40%, nous dit-on, ce qui est quand même énorme. Donc, tandis que comme les ventes ont chuté énormément, la chaîne de Lidl, qui est le plus gros distributeur de Nestlé en Allemagne, a dit « Ah ben puisque c'est comme ça, nous, on ne distribue plus Nestlé. On arrête de distribuer l'eau de Vittel, parce que l'image de Lidl, elle allait en prendre un coup aussi. » Donc, ils arrêtent de distribuer. Du coup, Nestlé dit bah, « Puisque c'est comme ça, nous, on arrête d'exporter. » Donc, ils ont arrêté leur exportation de Vittel. Grande victoire pour nous, pour les salariés, c'est un peu moins marrant. Hein, parce que bien sûr, derrière, il y a des annonces de suppression de postes. Voilà. Mais bon, enfin, de toute façon, ils auraient supprimé. Hein. Il y avait 4500 postes en 1975, il y en a plus. Il y en a moins de 700 aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était toute la nouvelle que je voulais rajouter. Voilà. Donc, comme Nestlé est parti d'Allemagne et dit maintenant aujourd'hui, bah, peut-être qu'on va partir de Vittel carrément, nous, notre problème aujourd'hui maintenant, c'est que personne d'autre ne vienne à sa place. C'est-à-dire qu'il faut que Nestlé n'arrive pas à vendre à une autre boîte plus petite, à un autre groupe plus petit, son usine et ses forages et ce qu'il reste d'eau. Donc nous, notre problème à nous, ça va être encore de pourrir un peu plus l'image, non pas de Nestlé, mais des minéraliers en général, pour qu'aucun minéralier n'ait envie de venir à Vittel, que tout éventuel repreneur se dit « Ah non, je ne peux pas aller là, il y a des mecs qui vont me faire chier, ils vont me pourrir la vie. » quoi. Hein, donc notre but, c'est ça. Et si vous pouvez nous y aider, donc le combat, il est contre l'eau en bouteille. C'est pas le combat des bouteilles en verre, c'est pas le combat uniquement contre les multinationales, c'est le combat contre l'embouteillage de l'eau. C'est un produit non essentiel, l'eau en bouteille. Il faut se battre. On rejoint le combat que Jean-Claude porte. Il faut se battre pour une eau au robinet de qualité. Exit l'eau en bouteille. Il faut acheter des gourdes. Il faut se battre pour une bonne eau publique. Et voilà. Des soulèvements de la mer qui vont dire quelques mots et ensuite il y aura un temps de questions si vous voulez, s'il y a des collectifs qui veulent dire quelques mots de leur lutte. Et ensuite il y aura une discussion assez ouverte sur comment on continue la lutte contre les méga-bassines et plus généralement pour la défense de l'eau. Et donc on invitera notamment les collectifs BNM qui se multiplient, les variants BNM qui se multiplient un peu partout à dire quelques mots aussi et puis voir comment est-ce que les comités de défense peuvent se constituer un peu partout à l'échelle des bassins versants. Vous m'entendez? Je sais pas où mettre parce que autrement il y a l'enceinte. Merci. Ouais, je viens vous raconter du coup les soulèvements de la mer, qui est un événement qui a eu lieu il y a 2 mois quasiment à Brest. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à une conférence à Marseille en juin, Macron a annoncé qu'il allait organiser un One Ocean Summit, un sommet international sur les océans en France, et qui va dans la continuité du World Ocean Summit, d'envie de gouvernance des océans internationales, d'enjeux de finances bleues. Et du coup, il y a eu ce One Ocean Summit qui s'est déroulé en février à Brest. À ce moment-là, du coup, il y a eu l'envie d'organiser quelque chose contre, ou en tout cas de se poser la question de qu'est-ce qu'il y avait à faire face à ce truc-là, face à ce sommet. La présence policière à Brest était annoncée volumineuse. On s'est dit que la chose la plus maligne, c'était peut-être de s'organiser un séminaire, de réfléchir les enjeux, de savoir c'est quoi qu'ils allaient discuter, c'était quoi
c'était quoi eux leur volonté ou vers où ils allaient, et aussi s'accaparer un peu mieux ces enjeux-là, de comprendre toutes ces histoires de finances bleues, d'extraction, de choses un peu lointaines où on n'a pas facilement prise parce que la mer c'est un peu vaste, loin, que c'est plus difficile d'avoir des moyens d'action dessus. Et du coup, on a divisé un petit peu du coup, comme Lila vient de dire, c'est hyper vaste comme sujet. Et en fait, vu que c'est l'arrivée de tous les bassins versants, il y a aussi toutes les problématiques des bassins versants qui arrivent avec. Donc on a essayé un peu de segmenter le sujet en différents volets. Donc notre ambition, c'était de faire un séminaire avec 6 enjeux, un sur l'enjeu énergétique, un volet sur l'enjeu de la pêche, un volet sur comment ça s'organise juridiquement les océans, un volet sur les bassins versants évidemment, et un volet sur la privatisation. Bref, en tout cas, on n'a pas du tout pu balayer ces sujets-là aussi profondément qu'on l'aurait voulu. Et ça s'est concentré pas mal sur le sujet de la pêche qui était celui qui nous était le plus étranger et qui pourtant est un des plus essentiels quand on veut parler de la mer et de ses habitants. Et sur les enjeux de finances bleues, parce qu'il y a aussi beaucoup de... il y a toute une faune d'acteurs et c'est pas évident à comprendre comment interagissent les pêcheurs, les décideurs, les ONG et enfin voilà, les enjeux sont pas si évidents, quoi. Et bref, et du coup, on a organisé ce séminaire qu'on a appelé les soulèvements de la mer, parce que du coup, on avait envie de s'affilier au soulèvement de la terre et d'inventer quelque chose aussi qui puisse prendre en charge les enjeux du littoral. On a été rejoint par tout un tas de gens. Le séminaire, le séminaire s'est très bien passé. Je ne sais pas si vous avez envie de consommer des détails. Mais du coup, en gros, après ce séminaire, on a eu envie de... à l'occasion de ce séminaire, on a rencontré, un peu à l'occasion d'une discussion comme celle-ci, tous les collectifs qui luttaient en Bretagne. Il y en a qui sont présents ici avec le collectif Rendez-vous de la mer. Le collectif de Douriougué qui lutte contre un élevage de saumon industriel en pleine terre. Les algues vertes qui luttent contre les algues vertes, les algues, j'en passe des meilleurs. Et donc du coup on s'est retrouvés plus récemment pour essayer de trouver une suite à ce que pouvaient être ces soulèvements de la mer et savoir autour de quoi précisément ça pouvait s'articuler, est-ce qu'on pouvait le prendre en charge. Et donc voilà, donc on est un peu un groupe de travail en train de se construire pour savoir comment prendre en charge ces enjeux à la fois spécifiques aux littoraux et à la fois qui ouvrent sur toutes les problématiques du continent. Dans ce week-end, il y a, je sais pas, 250-300 personnes qui ont passé sur le week-end. Ce qu'on pouvait en tout cas noter, c'est qu'il y avait une certaine détermination et volonté d'action de la part de toutes les personnes présentes et que les envies et les terrains d'action et les enjeux d'action et les collectifs de lutte qui sont hyper variés et assez vastes, qu'il va falloir un peu déterminer vers presque lesquels on priorise, ou en tout cas comment on arrive à être un peu actif là-dedans. Et que du coup le nom a été choisi des soulèvements de la mer parce qu'il y a volonté de résonance et reconnaissance dans les moyens et les formes d'action des soulèvements de la terre. Cela dit, les formes à venir d'action des soulèvements de la mer sont encore à déterminer et ne seront peut-être pas du copier-coller ou du mimétisme. Et assez certainement pas. Mais voilà, il y a encore cette volonté de recommencer des séminaires et aussi de rejoindre des collectifs ou des formes de lutte déjà en cours. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent... même des collectifs qui veulent se présenter? Oui, bonjour à toutes et toutes. Nous, avec Marie-Françoise, ma camarade à côté de moi, on vient de Toulouse et on fait partie d'une association qui s'appelle
au Secours 31. En fait, c'est une association qui a quand même quelques années, puisqu'elle a été créée en 2001 et portée par des historiques, je dirais, parce que ça fait suite, dans ces années-là, c'était une municipalisation de l'eau, et puis ça a tourné, le vent a tourné avec une privatisation, notamment de la gestion de l'eau et puis de l'assainissement avec Veolia et Suez. Plus récemment, il y a eu un contrat, le contrat a été renouvelé, on s'est battu, on s'est battu, on a perdu. Donc du coup, le contrat est reparti sur 12 années sur Veolia et Suez. Pour autant, notre travail à nous, à Toulouse et au Secours 31, il est loin d'être terminé, puisqu'on fait partie d'instances. Et puis on essaye de regarder un peu tous les avenants pour voir si, puisque je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a une grosse communication à Toulouse, comme quoi c'était le prix de l'eau la moins chère de France. Donc forcément, il faut bien qu'ils se retrouvent par d'autres moyens. Donc nous, on est vigilants forcément sur une non-hausse du tarif des prix, mais pas que, puisqu'il y a plein de choses sous-jacentes qui peuvent être passées. Donc on essaie de... Alors on a un gros travail comme de ça. Par ailleurs, du coup, ça c'était plutôt sur le petit cycle de l'eau. Aujourd'hui, on essaye de s'élargir un petit peu dans nos champs de compétences, dans nos champs d'action, en travaillant sur le grand cycle de l'eau. Donc c'est ce qui nous a fait venir chez vous aussi, parce que ce combat des bassines, pour nous, il est primordial, parce que ce qui se passe aujourd'hui chez vous, c'est fait du changement climatique. Le changement climatique, il ne sera pas que dans ici, dans le 79, il sera partout sur le territoire. Et à ce titre, nous, en Occitanie, on a de la culture intensive, on aura des problèmes d'eau. La Garonne est prévue entre moins 20 et moins 40% à horizon finalement proche. Et donc, sans compter le problème du nucléaire à Golfe-Flèche, voilà. Donc, on a vraiment, nous, on s'inscrit complètement dans ce mouvement. Et à ce titre, on vient aussi prendre des contacts, prendre de la connaissance. Voilà, on a vraiment, je pense que ce que vous avez, moi je ne connaissais pas, mais ce que vous avez dit, moi ça résonne complètement. Ce que vous dites à Vittel ou à Vichy, ça résonne complètement. Pardon, excusez-moi. Golgif, oui, voilà. Et ouais, c'est pareil. Donc voilà, ce que moi c'était un peu dire voilà, on est avec vous, on est de Toulouse, on est avec vous, et ça serait bien effectivement qu'on crée des liens. Parce que le combat il est énorme. Et voilà. Et je vais passer 30 secondes la parole à la présidente. Voilà, c'est bon. En tout cas, s'il y a moyen de s'échanger des mails ou des contacts, on est très bien. Bonjour, rapidement pour BNM Home Couture. Nous, on est donc les petits frères de BNM 79. J'aime bien qu'on se dise comme ça. Une association, petite sœur aussi, pardon. Une association sur le terrain créée dans les années 2000-2002 par André, qui est notre canal historique. Et maintenant, rejoint par d'autres associations qui ont une résonance nationale, donc ATTAC, Confédération Paysanne. Et notre association qui n'avait pas trop réussi, puisqu'on a 14 bassines en ce moment sur nos petits cours d'eau, Aube et Couture, des ASEC, des étiages tous les ans qui s'agrandissent, c'est-à-dire on est de plus en plus avec des cours d'eau à sec. Eh bien, la préfète vient de nous autoriser 9 bassines de plus. Donc, nous, on est en recours administratif au tribunal. C'est pas encore jugé, mais nous, d'être là avec vous aujourd'hui, avec vous tous, ça nous donne beaucoup de pêche. Et on sait que lundi soir, on a une réunion. On va parler que de ça et des nouveaux mouvements qu'on va mettre en place. Et donc, on est ravis tous d'être là. Et merci à l'organisation.
Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle JP, je viens de Limousin. Les amis de la Confédération Paysanne, Alternativa et tout un tas de mouvements, et les amis de la Confédération Paysanne, bien sûr. Donc on est là pour faire du lien. On est tous des tisserands. Et ça, c'est quelque chose qui est... Il n'y a pas de formation, on est en auto-formation, et c'est très bien. Donc au sein d'Attaque, on a monté depuis de nombreuses années des commissions. On a participé au grand contre-forum de Marseille. Ce qu'il a oublié de dire, mais c'est pas important, il a dit des choses très importantes, c'est qu'il y avait un forum mondial de l'eau à Marseille, organisé par tous les grands exploiteurs de l'eau. Et ce forum, il s'est cassé la gueule au bout de 2 jours. Et à côté, nous avions fait un contre-forum, et les gens du forum sont venus au contre-forum avec les étudiants. C'est important ça. On bénéficie d'un contre-pouvoir et on l'utilise mal des fois. Donc c'est bien qu'on communique et qu'on fasse du lien entre nous. Donc on a participé à ça. À Attaque Limousin, on s'est formé, il y a plein d'autres endroits où ils l'ont fait, on s'est formé à l'eau. C'est politique, notre démarche était politique. On était auprès des élus contre l'accaparement de l'eau et pour que ça reste un bien commun. Il y avait la Fondation France Liberté qui était avec nous, on a fait intervenir des politiques. Mais on a écrit à tous les maires de communes de la Haute-Vienne, en ce qui nous concernait, pour les démarcher, pour leur expliquer comment ils pouvaient revenir en régie. Ce qu'on faisait du personnel, on se formait pour, on allait leur expliquer, parce qu'ils ne savaient pas. Souvent, il manque d'informations. Et l'information, c'est à nous, on fait de la communication citoyenne. Et on essaye d'avoir un état d'esprit là-dessus, et c'est à nous de les informer. On fait aussi des fois mal notre travail parce qu'on ne leur laisse pas assez d'infos. Une fois qu'ils sont remis de ces outils-là, ça leur permet de mieux agir. Pas toujours, il y a des intérêts et des profits. Voilà, donc le problème des bassines, il est là-dessus. On n'est pas loin, il y a des gens ici du plateau de Millevaches, on a parlé de Vastivière. On ne peut pas être sur toutes les luttes, je l'entends souvent, ça m'énerve parce que si on tire le petit fil qui dépasse, tout est lié. C'est le capitalisme qui est derrière. Donc sur le nucléaire, sur l'utilisation de l'eau et tout ce qu'il y a, les pesticides et toute la pollution. Donc on a intérêt à serrer les coudes. Mais après la période d'anesthésie qu'on vient de connaître, j'avais pas perdu espoir. Un petit peu démoralisé, mais là j'ai confiance, il y a des têtes, il y a beaucoup de jeunes, il y a des têtes nouvelles. On n'est pas entre nous, il y a des gens, il y a une diversité qui est extraordinaire, et on est en train de reprendre du poil de la bête. On va s'équiper, on va s'informer, on va communiquer, et c'est important. Moi c'est David, donc moi j'habite pas en France, j'habite en Vendée, et donc, je ne vais pas vous la refaire, hein. C'est l'espace test, l'agro-industrie avec les méthaniseurs, il y a déjà des bassines partout, 2% des nappes de surface en bon état écologique, 95% de l'eau prise en surface avec le terrain de jeu d'essai de la sorte qui s'est construit là-bas sur la potabilisation de l'eau de surface, toutes les nappes phréatiques pliées pour être mises en bassine, balancées sur du maïs. Et donc on a quand même réussi à monter ce collectif avec. Il est tellement récent que je les anacronymes, je crois que c'est Assemblée vendéenne de l'eau collective ou quelque chose comme ça, collectif avec les gens d'Attaque qui ont fait un gros travail, la Confédération Paysanne aussi. On arrive à se retrouver tous les acteurs là, depuis 15 jours, on a organisé une projection, on se pose qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, hein. Toute la population est désinformée, tout le monde croit que c'est de l'eau de pluie qui tombe dans les bassines et qui remplit les bassines. On a un seul quotidien régional, pas de radio locale, pas d'information, pas de réseau militant, pas de programmation culturelle. C'est le trou noir, c'est le néant. Donc à force de cogiter, quand on dit que tout est lié, là il y a quelque chose de super important, je crois qu'il faut qu'on se donne... si on rentre dans leur cadre administratif, juridique et compagnie, on ne s'en sortira jamais aujourd'hui. Tout est déroulé, les stages, les sages, les vaccinations dedans, les scopes, etc. quoi. Et déroulé, donc d'ailleurs là, publiquement, j'annonce qu'on va faire une lettre ouverte dans la presse pour demander à France Nature Environnement de se positionner clairement sur la problématique des bassines. Au niveau national, au niveau Aquitaine, au niveau Pays de la Loire et au niveau Vendée, il faut un éclaircissement sur leur position. Hein, on arrive à converger sur des positions qui sont claires dans Poitou-Charentes. Et l'autre chose, donc, c'est la filière maïs, tous. On est tous raccrochés à cette filière. Les problématiques, elles sont tous plus ou moins les mêmes. Mais si on retire 50% de la surface de maïs et qu'on la converge vers la protéine, voilà, on aura beaucoup moins de problèmes de flotte. Donc c'est les semenciers. Il faut qu'on s'adresse maintenant aux agro-industriels. Nos politiques ne feront rien. Les outils sont foutus. On met des groupes de pression
sur les actionnaires des groupes agro-industriels. Donc il y a Pionnier France Maïs qui est à Fontenay-le-Comte, un leader de la semence, on a Limagrin, on a ces têtes de filière, et c'est avec les coopératives locales qu'il faut qu'on travaille, avec la CAVAC, avec ceux qui ont les outils, les silos, les tracteurs, ça on ne va pas le changer, on va continuer à faire l'irrigation, mais là, à un moment donné, l'État français, non, il est à la botte de ces lobbies, et c'est à ces lobbies qu'il faut qu'on aille, comme on l'a fait à Lyon, chez Bayer Monsanto, maintenant comme on va le faire aussi ailleurs bientôt. Voilà, donc filière maïs, quoi. C'est la filière maïs, quoi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric, je fais partie du Sahel, du collectif Bassine Non Merci, et je suis gilet jaune. Vous m'entendez là? Voilà. Donc je voulais vous signaler que l'eau de La Rochelle est radioactive. À la fin de la guerre, on a déversé des lanthanides, c'est ce qu'on appelle des terres rares. Elles sont très nombreuses et elles sont radioactives parce qu'on les trouve avec des produits radioactifs. Donc il y en a au fond du port de La Rochelle et il est question d'approfondir le port de La Rochelle. C'est-à-dire, il est question d'approfondir le port de La Rochelle. C'est-à-dire on va creuser, c'est-à-dire qu'on va remuer ces lanthanides qui vont donc polluer les coquillages, les moules, les huîtres que vous mangez, là, qui viennent de La Rochelle, les poissons, etc. Ils vont devenir radioactifs. Et ne vous baignez surtout pas sur la plage de la Concurrence à La Rochelle. On a fait des prélèvements, elle est radioactive. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Deux questions. Au centre de la France, ça couvre le territoire du Cher et de l'Indre principalement. Et on a donc une grande zone sur les deux départements de culture intensive qu'on appelle la Champagne-Berrichel avec des grandes parcelles. Ok, c'est bon, ça marche. Et donc notre petit collectif est très récent, il est né l'année dernière, à l'issue fin août, parce qu'on avait obtenu d'une association, quelques camarades dans laquelle on fait partie, une association militante, qui soit signataire de l'appel du 17, qui est un mouvement cousin des soulèvements de la Terre. Et il y avait une réplique de leur action le 17 septembre. Donc on s'est dit, on va faire un truc, parce que être signataire c'est bien, mais ça ne suffit pas, il faut aussi agir. Et là, on a cherché tout ce qui pouvait rentrer dans la cible contre la réintoxication du monde ou l'artificialisation des sols. Alors nous, chez nous, on a plein de trucs marrants, on a l'armement, on a des grandes industries polluantes comme Michelin, voilà. Et puis on est tombé par hasard, mais vraiment par hasard, sur un projet de bassine, on ne savait pas ce que c'était. On s'est dit, mais ça c'est terrible, et puis c'était tellement représentatif et symbolique de nos paysages et de la détérioration de nos paysages qu'on s'est rué là-dessus. Et donc on a fait une première action d'information de la population, on a occupé un rond-point au milieu dans une zone qui est justement entourée de grandes cultures, voilà, donc contre ces bassines. Mais nous-mêmes on ne savait pas trop ce que c'était en fait, on ne connaissait pas BNM Poitou, tout ça, voilà. Et puis très vite on s'est raccroché à BNM Poitou, et donc du coup on s'appelle BNM Pays, voilà. Et on a multiplié les actions de communication, là c'est ce qu'on fait principalement. Depuis le début d'année, on a lancé un grid bassine tour, comme on l'appelle, dans le département du Cher. On a nommé 22 vallées de bassines, parce qu'on est en 2022 et qu'on ne veut pas que ça vienne chez nous, parce que c'est dangereux. Parce que 22 vallées fixes, on n'est jamais heureux lorsqu'ils arrivent. Et donc on essaye de trouver des salles dans tout le département, pour pas que ça soit uniquement sur Bourges, le chef-lieu. Et on se balade comme ça, on a déjà fait 3, là, on a un 4e qui est prévu. Dans le sud du département, et on informe la population. Et entre-temps, on a rencontré le préfet, il y a eu d'autres projets de bassines, on a fait un recours au terrain. À la dernière marche pour le climat, le représentant local des RT, les renseignements territoriaux, anciennement les renseignements généraux, s'est fortement intéressé à nous. Voilà. Et ce qui est marrant dans tout ça, vous savez quoi? On n'a aucune méga bassine agricole. Donc nous, on n'en a que des petites, inférieures à 3 hectares, mais on commence déjà à être connus, et du coup on agit pour ne pas en avoir. Voilà. Et il y en aura partout. Et les grandes terres cultivées comme ça, des déserts agricoles, il y en a partout. Et nous, les niveaux de nappes phréatiques, depuis des années, elles sont au plus bas. Les petits ruisseaux qui traversent ces plaines, là, comme la Rampenne au nord de Bourges, mais c'est un lit de cailloux pendant l'été. Et l'eau, elle est dégueulasse chez nous, ils ont été obligés, il y a de ça 15 ans, de la couper avec l'eau de la Loire, parce qu'elle n'était pas assez bonne à boire.
était pleine de nitrates. Voilà. Donc soyez vigilants partout chez vous et puis interdissez les bassines même avant qu'elles arrivent. Suite à la prise de parole de David qui nous demande que FNE clarifie ses positionnements. Bon, très brièvement, on est en Deux-Sèvres. L'association Deux-Sèvres Nature Environnement, dont je suis d'ailleurs administrateur, avait fait le choix de co-signer le protocole d'accord favorable aux bassines en Deux-Sèvres. Depuis, les adhérents ont fait le choix d'en sortir, donc on n'est plus dans le protocole de Deux-Sèvres Nature Environnement. La Fédération Poitou-Charentes Nature a été globalement, collectivement, contre les bassines dans le bassin Sèvres-Mignon et dans les recours juridiques contre ces bassines depuis le début, depuis 2019, le protocole d'accord date de fin 2018, et la Confédération France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine a aussi un positionnement défavorable aux bassines, un positionnement partagé avec d'autres acteurs qui sont intéressés à l'eau, comme UFC Que Choisir depuis 2016. Date à laquelle la Confédération a été préparée, c'est date de 2017 de mémoire. Voilà, donc en Nouvelle-Aquitaine, on a quand même une globalité défavorable dans le réseau FNE. En revanche, il y a une exception, c'est la coordination de défense du marais poitevin, qui ne fait pas partie de la Fédération Poitou-Charentes Nature, mais est directement affiliée à France Nature Environnement. Et il est vrai, il y a encore des acteurs dans cette coordination qui défendent les bassines. Et il y a des personnes qui sont depuis toujours dans les réseaux FNE. Mais il faut dire aussi que FNE national ne s'est jamais, je pense, déclaré favorable aux bassines, mais préfère que ce sont les régions, les organisations FNE dans les régions qui décident, qui prennent des positions. Merci. Donc, juste, on va peut-être passer à la problématique qui nous... Enfin, merci pour cette présentation déjà. Il y a une réaction. C'est très intéressante. Il y a encore quelques interventions, mais c'est juste pour dire que l'idée quand même là, c'est de se coordonner. Donc il y aura une fiche pour celles et ceux les collectifs là, qui sont présents, pour venir s'inscrire, pour affiner et améliorer la coordination entre nos différents collectifs de défense de l'eau. Aussi pour dire que, juste pour revenir et pour enchaîner, l'idée c'est quand même de gagner cette lutte sur les méga-bassines qui est assez représentative là des problématiques de l'eau. Évidemment, gagner aussi les autres luttes de Vittel, etc. Et que pour ça, il y a un vrai problème, il y a une vraie problématique pour améliorer et rendre possible cette défense de l'eau, c'est mieux se coordonner. Et donc, comment on fait? Est-ce qu'on multiplie, là, il y a déjà des camarades du Berry et d'Homme Couture qui sont intervenus. Est-ce qu'on multiplie, les collectifs BNM partout en France pour justement anticiper, parce qu'on sait que le projet, c'est une généralisation de ces projets partout en France. Est-ce que dès maintenant, on crée des comités BNM partout de manière anticipée pour faire avorter ces projets, ou bien est-ce qu'on crée des comités de défense type Vittel, voilà, un peu partout, la Clusa, voilà, parce que en fait c'est difficile, on ne peut pas se démultiplier partout sur les bassins, chacun là où on est dans nos bassins versants, il y a des problématiques, la problématique de l'eau se pose, donc est-ce qu'on crée des comités de défense sur ces projets spécifiques ou bien, voilà, vous voyez bien la problématique, ou est-ce qu'on crée des comités de défense type BNM, là où on est. Et pour ça, juste pour dire que dans la Vienne, il y a aussi des projets, et pour faire le lien, dans la Vienne, il y a Vienne Nature Environnement, qui est la branche locale de France Nature Environnement, et effectivement, on peut regretter qu'au niveau national, France Nature Environnement ne se positionne pas clairement,
Mais en tout cas, dans la Vienne Nature a été lanceur d'alerte sur la question des bassines. Et on fait un vrai travail. Ils ne sont pas présents aujourd'hui, mais j'aimerais quand même leur dire quelques mots sur le fait qu'ils ont quand même travaillé depuis 10 ans. Et donc, ils participent aussi d'une certaine manière au BNM 86, qui est co-organisatrice de cet événement. Voilà. Et donc, je vais juste laisser quand même la parole à l'équipe BNM 86. BNM 86, Vienne Nature était présent hier à la manif, aujourd'hui je ne sais pas. Donc la première manif, je vais être très court, 2 minutes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. 18 mars 2018, première manif dans la Vienne, avec le soutien de BNF 79, ça c'est inoubliable. Nous sommes les meilleurs dans la Vienne, nous sommes les meilleurs. Le projet qui arrive, qui déboule, c'est 41 méga-bassines. Vous avez entendu 41 méga-bassines. J'ai pas vu sur le bassin du Clin, une partie de la Vienne. 41, retenez ce chiffre-là, c'est l'horreur absolue. Vous pouvez même nous applaudir, on est les meilleurs. Et ça concerne, écoutez bien les chiffres, 150 agriculteurs sur 2300. 150 sur 2300, c'est les chiffres de la Chambre d'agriculture. Un truc incroyable, le protocole devait être signé le 31 décembre 2021, hier là. La Chambre d'agriculture, tenue par la coordination rurale, par la Confédération, par la coordination rurale, a refusé de signer le protocole, prétextant qu'il y avait accaparement de l'eau par quelques agriculteurs, 150 euros. La coordination rurale. Pendant les négociations, plusieurs organisations sont parties de la table de négociation. Il y avait la Confédération paysanne, Vienne Nature, LPO, UFC, Que Choisir. Tout ça parce qu'il ne fallait surtout pas parler du pompage en hiver. Et puis de l'accaparement de l'eau par quelques-uns, c'était les sujets interdits à la discussion. Et puis, à la première réunion, on les a laissés parler. Quand tout le monde s'est levé, on leur a donné la parole. Donc, une manque de respect absolu, donc ils se sont barrés. Que dire de plus pour terminer? La préfète qui n'avait pas réussi à avoir suffisamment de signatures a été virée en janvier, Chantal Castelnau, remplacée par un très proche de Macron, habitué à la sécurité, du même acabit que la préfète d'ici. Donc nous, on s'attend aussi à la grosse bagarre. C'est tout pour moi. Partenariat historique de FNE avec GRDF. D'accord? Or, GRDF, c'est la méthanisation. Et la méthanisation, c'est les bassines et c'est le maïs. Dans les Vosges, aujourd'hui, le maïs a été réintroduit partout et nous allons avoir des bassines aussi. Donc, il y a un sujet de clarification. Il viendra par la base, pas par le haut. Moi, je voulais réagir à la question que tu posais sur le mouvement plutôt bassine ou exclusivement bassine ou plutôt comité de défense de l'eau. Moi, j'ai envie de dire plutôt comité de défense de l'eau pour qu'on s'appuie bien les uns sur les autres et qu'on retrouve un endroit où on converge, y compris parce que ce que je disais tout à l'heure sur l'eau publique, le mouvement pour l'eau publique en région parisienne, c'est un mouvement qui est général en fait en France. Il faut savoir que ces dernières années, on est passé, avant 2020, on est passé de 28% d'usagers de l'eau desservis par le public à 40%. Et là, depuis 2020, il y a encore 3,5 millions d'usagers qui repassent dans une gestion publique. Des grandes villes comme Bordeaux, comme Lyon, comme Annecy, qui repassent à la gestion publique. Donc, ce qui veut dire que là, il y a quand même des gens qui sont dans ce mouvement, des élus, des militants, des associations, tout ça. Donc on peut converger les uns les autres. Si on trouve un cadre général dans lequel on peut s'inspirer des expériences les uns les autres, on peut s'enrichir. Nous, enfin, en tant que coordination, on a fait ce pari-là depuis le début, c'est-à-dire on n'est pas monolithique, on s'enrichit des expériences et des façons d'agir des uns des autres et des luttes des uns des autres. Donc voilà, moi c'est pour ça que je me prononce plutôt pour le deuxième choix. Merci. Marion de la Fondation d'Aline Pierre, France Liberté, plusieurs d'entre nous
nous as cité tout à l'heure. Et je voulais aller dans le même sens que toi, Jean-Claude, en disant que probablement c'était ouais, je pense, plus efficace d'aller sur la défense de l'eau en général, parce que ça permet de tirer plein de fils, de créer des alliances beaucoup plus fortes et d'être beaucoup plus attentif aussi à différents sujets. Et tout est relié, en fait. On disait tout à l'heure, enfin, tu disais très bien, Annelise, la question de l'embouteillage de l'eau est reliée aussi à la qualité de l'eau robinet. Enfin, en fait, tout ça s'entremêle et justement, ce sur quoi je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à lutter nous, c'est cette obligation dans laquelle les puissants, les décideurs nous mettent d'être cloisonnés. Alors donc là, on va jouer dans le salage, alors là, c'est l'agriculture, donc on passe à notre ministère. Et je crois qu'il faut vraiment que nous, on soit plus intelligents que ça, et que justement, on se mette en lien entre les différentes luttes, entre les télécoles, entre les luttes pour l'eau, tout ça est mêlé. Les luttes contre l'extractivisme aussi, je crois qu'ils ne sont pas là, mais il y a plein de luttes aussi en France, avec des projets de carrière qui vont menacer des zones humides, etc. Enfin, en fait, tout ça est partie d'un même système. Je pense que voilà, on a intérêt à aller vers des défenses de l'eau et de s'entraider, en fait, parce qu'il y a déjà plein de choses qui ont été faites au niveau local. Et donc tout ça pour dire que nous, au niveau de la Fondation, on n'agit pas sur une lutte particulière, c'est pas le rôle de la Fondation. Le rôle de la Fondation, c'est plus de porter un discours politique sur l'eau, comment elle devrait être perçue, et d'appuyer les acteurs qui, sur le terrain, font le travail. Et on a lancé là tout récemment ce qu'on a appelé l'espace eau, mais je pense qu'on y trouvera un meilleur nom. Et j'aime bien le nom autrement, avec le jeu de mots avec eux, parce que c'est un peu ça, en fait, l'idée de faire autrement au niveau de l'eau et de penser notre relation à l'eau. Et du coup, plusieurs d'entre vous ont déjà participé à cette première réunion, et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui ressort aujourd'hui, c'est comment on s'allie, comment on se renforce les uns les autres. Et donc, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, de rejoindre tout ça pour qu'on continue à réfléchir à comment on fait ensemble, et peut-être avec des choses très concrètes, de se déplacer entre les luttes, de favoriser la solidarité entre les luttes, peut-être de faire des enquêtes collectives justement sur des sujets qui nous rassemblent et des sujets qui permettent de décloisonner. Parce que je crois que c'est vraiment le problème aujourd'hui. Bonjour, alors moi j'ai plusieurs casquettes, je fais partie du groupe local de Greenpeace Poitiers, je fais partie d'Alternative à Poitiers aussi, et aussi j'utilise mon temps aussi auprès de Vivons sans nucléaire et du collectif Bassine Non Merci 86, et je voudrais juste conforter ce qui vient d'être dit sur l'idée de collectif sur l'eau et de rassembler, on l'a vu hier, une super manif avec des organismes qui ont des cultures extrêmement différentes, des modes d'action extrêmement différents, des connaissances aussi extrêmement variées. Je pense à l'intervention des soulèvements de la mer. On sait que des ONG comme Greenpeace ont toute une expérience, enfin, un savoir-faire sur ces questions liées aux océans, ou Sea Shepherd par exemple, sur d'autres modalités. Et on a vachement intérêt, je pense, à mutualiser, comme ça a été fait hier, et à mieux se comprendre, à mieux communiquer et à faire en sorte que par la base, on fasse bouger, que ce soit France Nature Environnement ou Greenpeace ou d'autres, vers une convergence, vers cette question essentielle, même si les cultures sont différentes, même si, on va dire, les stratégies et même les sujets d'études sont différents au départ. On a vraiment intérêt à créer des collectifs sur l'eau. Juste pour rappeler, tous vos collectifs, je vous invite à aller vous inscrire sur la feuille qui est au fond, le nom de votre collectif, une adresse mail, un contact, pour qu'on puisse mettre en place des outils de coordination pour les temps à venir. Écrivez bien clairement vos adresses mail, etc., qu'on ne fasse pas après en majuscule. Oui, je ne vais pas répéter ce qui a été dit précédemment, ni enfoncer les portes ouvertes. Oui, je pense qu'il faut qu'on reste sur quelque chose de plus générique. Là, c'est bassine, c'est un mot, c'est pas que de la sémantique qui est très important. En Limousin, on n'a pas de bassine, donc il y a des gens qui se plaignent qui sont là, et les gens autour de nous, mais bon, il n'y a pas de bassine chez nous, c'est où le problème? On a juste oublié un tout petit paramètre, ça va parler à quelques-uns, le barrage de Caussade dans le sud de la France, où il s'est fait des choses complètement illégales, avec le feu vert du préfet, de certains députés, de la coordination rurale, qui sont dans une totale illégalité, comme pour certaines bassines. Donc ici, ce sont des retenues collinaires, là ce sont des bassines. En Limousin, nous n'avons pas ça, nous avons des retenues de substitution. La pomme du Limousin est très connue, la pomme AOP,
est une pomme label rouge, la pomme Golden, qui n'a rien du tout d'origine, c'est une pomme américaine qui n'a pas de goût, qui est bourrée de pesticides, et c'est la seule qui est reconnue en AOP. Donc il y a une ferme de écoutez ce que je vous dis, il y a une ferme de 85 hectares qui vient d'être rasée. Il n'y a pas longtemps, on avait fait des films, des photos aériennes, le dossier n'était pas à partir, il y a eu une pression phénoménale sur les propriétaires, tout ça pris par l'Indoor Limousin, qui est en train de s'accaparer, qui était juste sur le sud de Haute-Vienne et qui est en train de monter, qui se rapproche très fortement de Limoges, pour s'accaparer, pour faire de la pomme industrielle. C'était les Russes, leur premier exportateur. Et bon, mais qui sont demandeurs. Et là, sur ce projet, ils ont rasé la ferme, ils ont rasé les haies, sans autorisation, sans rien du tout. Il y a eu une pression sur les propriétaires qui sont débinés parce qu'ils n'avaient pas envie de se retrouver comme la copine sur les pesticides dans le Libournais avec 175 000 € d'amende. Et donc, ils n'étaient pas armés suffisamment. Et là-dessus, il y a des prélèvements dans la nappe. Donc, ça ne s'appelle pas des bassines. Mais nous, il faut qu'on fasse, auprès de la société civile et pas des institutions, passer le message que dans notre consommation, parce qu'on va bouffer des pommes, pas forcément celle-là, on est acteur aussi d'engendrer ce système et de le conforter. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Donc, l'histoire du générique me plaît beaucoup. Un autre système dont on n'a pas parlé, il va nous arriver sur la gueule bientôt. On parle beaucoup de la voiture électrique. C'est quel lien avec la flotte? Alors, il y a des gens d'ici qui sont de Creuse, le collectif contre les mines d'or en Creuse, qui se sont battus. Bon, c'est en stand-by, c'est pas abandonné. Et Madame Ségolène Royal et Monsieur Montebourg, avant de partir, lorsqu'ils étaient encore élus, ont signé des conventions pour la recherche en grande profondeur. Au jour d'aujourd'hui, c'est entre 3 et 5 000 mètres. Soi-disant pour de la géothermie. Ça s'appelle de la fracturation hydraulique, ça doit vous rappeler quelque chose avec les gaz de schiste. Et tout ça, c'est pas pour chercher de la géothermie, ils n'en ont rien à foutre, parce qu'on recherche du lithium, même en Creuse. Donc là, il y a utilisation au gaspillage de l'eau, et là, ils vont taper dans les nappes, ils vont taper profond. Donc c'est encore un autre problème, on ne peut pas être partout, d'accord, mais ça ne fait rien, il faut que ça monte, il faut qu'on en ait conscience, qu'on informe autour de nous, et ça nous donnera un peu plus de poids pour que tout le monde se mobilise là-dessus. C'est pareil, on achète une voiture électrique, il faut savoir là-dedans, dans notre geste, ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est la... Voilà. Et il faut bien qu'on le fasse. Tout simplement, là, pour dire, bon, moi je fais partie de l'association au Secours 31, dont a parlé tout à l'heure Pierre. On partage le point de vue effectivement que la force là, de ce mouvement, ça a été de rassembler le plus largement possible. Donc je ne vais pas répéter ce qui a été très bien dit par les uns et les autres. Mais pour autant, je pense qu'il faut à tout prix qu'on soit gagnant sur une lutte, pour qu'on puisse franchement pouvoir rebondir. Alors donc, bien sûr qu'il y a des luttes qui sont gagnantes, comme ça peut être dit effectivement sur l'ITEL et tout ça, mais sur la question de l'eau et l'agriculture, et donc sur la protection de la ressource, et tant du point de vue qualitatif que quantitatif, il faut à tout prix qu'on puisse avoir un levier. Je trouve que la question aujourd'hui de la mobilisation sur les méga-bassines, c'est quand même un levier énorme, et il faut qu'on passe de 5 000, 10 000, 40 000, enfin bon voilà quoi, il faut qu'il y ait un phare puissant sur cette question-là. Voilà, c'est bravo. Moi je voulais juste dire 2 mots, je suis à côté de ça. Je voulais juste dire 2 mots pour faire le lien, en tout cas entre l'eau et les arbres et la forêt. Parce qu'en fait c'est les arbres et la forêt qui font la pluie et qui font ensuite qu'il y a de l'eau sur la terre. Et du coup c'est un... Enfin, je trouve que dans le catalogue des alliances, les gens qui s'intéressent à la forêt sont des alliés de la cause de l'eau. C'est pas pour rien qu'avant il y avait le service des eaux et forêts. C'est que c'est extrêmement lié en fait comme sujet, quoi. Voilà, c'était juste. Oui, donc moi je vais intervenir brièvement sur deux aspects. En tant que Greenpeace, pour rappeler que... je vais intervenir sur 2 sujets. En tant que Greenpeace, pour rappeler qu'il y a une présidentielle et que Greenpeace a qualifié essentiellement 2 candidats. Donc c'est pour vous encourager à choisir les bons. Et ensuite, à titre professionnel, je suis médiateur.
Et donc, il y a un mot qui n'a pas été prononcé, c'est la question de l'articulation, c'est-à-dire essayer de monter au niveau méta, avec l'aide des politiques, bien sûr, mais en même temps d'essayer d'articuler tout ce qui a été dit là. Et voilà, c'était pas clair, mais je suis désolé. Je fais partie des gens qu'on appelle les anciens de la conf. Bon, et pour lesquels on a mené de nombreuses luttes dans le passé. Et je voudrais aujourd'hui souligner le courage qu'il faut des fois aux membres. Je voudrais souligner le courage qu'il faut aux membres de la Confédération paysanne qui sont dans leur milieu et qui ont des voisins à qui ils doivent s'opposer. Et ce n'est pas une mince affaire. Et j'approuve pleinement l'action de la Confédération paysanne nationale qui a décidé de manière forte à fédérer toutes les luttes sur ce sujet. Et je voudrais qu'on les applaudisse. Je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de ce que j'étais censée transmettre comme message. C'est qu'au mois de juin à l'AFLISA, il va y avoir 2 événements. L'un qui est les Assises de la montagne, où l'intention c'est de regrouper tous les collectifs qui luttent en montagne sur les problématiques diverses, allant de l'eau à la construction effrénée d'infrastructures touristiques. Et donc en mode événement grand public avec des scientifiques, et puis aussi réflexion collective sur comment on peut s'auto-organiser. Et ensuite un événement des soulèvements de la Terre qui sera aussi l'occasion de grandes rencontres et de grandes choses. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres annonces comme ça? Il est presque 13h et je pense qu'on commence tous à avoir faim. Et du coup, c'est peut-être le moment de clôturer un peu la discussion. Il y a eu plein de choses intéressantes de dites. Est-ce qu'il y a une question? Et ensuite, si vous avez des annonces d'actions à venir, autres que la présidentielle, ce serait vraiment très chouette. En fait, c'était pour te dire, est-ce que les adresses de tous les collectifs et tout ça vont être affichées quelque part, de façon à ce qu'on puisse prendre des coordonnées, puis pouvoir bosser en réseau et intervenir, faire des actions communes, utiliser les refuges? En réalité, dans la bière, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au-delà de l'opposition des APNE, l'Association de protection de l'environnement, et du collectif BNM 86, c'est qu'il y a un vrai blocage institutionnel et qui est vraiment très important. Il y a l'opposition des 2 fournisseurs en eau potable, Eau-de-Vienne et Grand Poitiers, et il y a aussi du coup cette opposition vraiment inattendue mais très chouette de l'organisation rurale qui vraiment dénonce un projet inéquitable, et ça nous fait croire encore au fait qu'il y ait l'opposition et peut-être un abandon du projet dans le département de la Vienne et le bassin du Pin. La chambre d'agriculture, oui, plus exactement, ouais, mais qui tient la chambre d'agriculture en ce moment. Juste tout à l'heure, je vous ai parlé des Mexicains. Peut-être je pourrais vous donner l'adresse, peut-être vous pourriez mettre en ligne le lien de la caravane pour l'eau et la vie. Les Mexicains sont en marche pendant 1 mois à travers 9 États du Mexique. Leur combat est un combat clairement anticapitaliste. Il est très politisé. Je pense que ça peut être pour nous aussi un exemple. Ils ont besoin de soutien financier aussi pour leur caravane. Ils ont une page Facebook où vous pouvez suivre jour après jour le type d'action. Je pense que c'est une lutte exemplaire pour nous. Donc je vous propose de vous filer le lien et je vous propose d'aller soutenir sur leur page, de leur envoyer des messages, de leur envoyer des sous aussi si vous voulez. Donc peut-être pour clôturer, parce qu'on a tous envie d'aller manger, l'idée c'est que là au fond il y aura une pancarte, je ne sais pas, elle tourne peut-être, il y aura le nom des différents collectifs qui sont intervenus pour que vous puissiez vous baser dessus et aller voir sur le site internet. Il y aura aussi, vous aurez aussi la possibilité d'inscrire vos coordonnées pour qu'on vous recontacte et pour qu'on se coordonne. Il y aura des outils qui vont être mis en place dans la semaine à venir. Et surtout, on va continuer.
on va continuer sur les méga-bassines dans les mois à venir, parce qu'on sait qu'ils ne vont pas abandonner demain, mais on espère gagner une suspension du projet dans les mois à venir. Et donc, il faut rester connecté, il faut rester en contact. On va rappeler rapidement avec des grosses mobilisations pour être encore plus nombreux qu'aujourd'hui, encore plus déterminés. Donc merci à tous pour aujourd'hui, ce week-end, c'est super.